Larry, comment voyez-vous? Colonel, comment voyez-vous le rôle du Pakistan dans ce qui se passe en ce moment? Le Pakistan discute avec les Iraniens, avec les Américains, il se rend en Chine, il se coordonne avec la Chine. Et on sait qu'il entretient de bonnes relations avec l'Arabie saoudite dans la région, ainsi qu'avec la Turquie. À mon avis, c'est un pays clé en ce moment. Oui, je viens de lire, on en a un peu parlé avant d'entrer en direct, mais je viens de lire une analyse plutôt solide, je trouve, faite par des gens qui avaient reçu des informations, disons, de membres de la CIA prêts à parler. Et j'ai été sidéré par les procédures qu'ils ont décrites, celles qui se sont déroulées ces dernières années depuis qu'ils ont évincé Imran Khan, et parce que ça impliquait. C'est typique du fonctionnement pakistanais, mais en même temps, pas tout à fait. Quand ils l'ont renversé, ils ont placé des personnes à la tête de l'ISI et de l'armée pakistanaise, certaines comme ils le font parfois avec des fonctions qui se chevauchent un peu, et ils ont mis à la place de Khan quelqu'un qui leur est totalement soumis. Et ce qui se passe en ce moment, d'après cette analyse, c'est que toutes ces forces hésitent un peu sur la direction à prendre à un moment donné. Par exemple, l'un des éléments qui en est ressorti, c'est que les Chinois se sont vus refuser la poursuite d'un projet sur lequel ils avaient déjà dépensé pas mal d'argent. Le port où ils allaient avoir, disons, pas carte blanche, mais presque. Et c'était une partie très importante de leur stratégie vers l'Ouest, si on peut dire. Ce projet a apparemment été bloqué, ce qui, selon les conclusions de cette analyse, signifiait que le Pakistan se rapprochait à nouveau des États-Unis, parce que nous leur avions mis une forte pression pour qu'ils le fassent. Et on a même joué un rôle pour se débarrasser de Khan, c'est ce qu'on m'a dit, et je le crois, et pour installer les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir au Pakistan. Ensuite, on arrive à la deuxième partie de l'analyse, et là, on essaye de comprendre de quoi ils parlent quand ils disent « mais ». Et là, on revient encore à la Chine, à l'influence qu'elle garde à Islamabad, pour des raisons évidentes, l'argent et tout le reste, sans oublier les décisions, aussi bien du gouvernement civil que de l'armée. Alors, où en sont-ils? À la fin de l'analyse, je me demande, où en sont-ils vraiment dans ces négociations? Je ne sais pas si Larry veut en parler ou pas, mais on a évoqué autre chose avant d'entrer en direct, et ça semble découler de tout ça si leur décision, c'est vraiment de s'aligner solidement avec la Chine. Autrement dit, qu'il n'y aura plus de politique étrangère à deux vitesses, ce qu'ils essayaient, d'après cette analyse, de maintenir jusqu'ici. Vous voyez, un petit peu pour les États-Unis, un petit peu pour la Chine. Laissez chacun croire que tout, ou presque tout, va dans son sens, et que rien ne va à l'autre, et inversement. Eh bien, c'est un jeu dangereux, vraiment très dangereux, surtout avec cette administration. Certaines choses qu'on a attribuées à Marco Rubio, dans des échanges parallèles, laissent entendre que le département d'État, au moins, était conscient de l'ambivalence qui règne en ce moment à Islamabad. Mais la question que je me posais, c'était qu'est-ce que ça veut dire bon sang pour ces négociations? Est-ce que ça veut dire, comme l'analyse le suggérait aussi, que Rubio avait conclu que les Pakistanais étaient duplicités et qu'il n'allait plus leur accorder la moindre attention? Ou est-ce que c'est Trump qui l'a dit? Est-ce que ça veut dire qu'on ne leur fait plus du tout confiance? Et alors, pourquoi on les laisse jouer les intermédiaires comme si on leur faisait confiance? Tout ça ramène à une seule conclusion. À mon avis, cette diplomatie est une farce, une vraie farce. Que ce soit en envoyant promener Oman ou en passant par le Pakistan, c'est une farce. On ne fait pas de diplomatie. Tout ce qu'on fait, c'est essayer de donner l'impression qu'on gagne une guerre qu'on est en train de perdre. Et ça devient de plus en plus difficile à faire croire. Oui. Let me just point out that
Je voudrais simplement souligner qu'après ça, après que l'Iran a tiré, donc ça s'est passé, je crois, tôt jeudi matin, heure de Téhéran, ce qui faisait mercredi soir pour moi. Eh bien, après qu'ils ont lancé ce missile sur la base américaine au Koweït, on m'a dit que le Conseil suprême de sécurité nationale s'est réuni et a défini une nouvelle politique. Plus tard, dans la journée de jeudi, le président Raisi a eu une conversation d'1 h 47 avec le premier ministre pakistanais Sharif. Et dans cette conversation, je ne suis pas vraiment autorisé à tout révéler, il a été question de la politique que l'Iran entend adopter à l'avenir concernant les armes nucléaires et le monde nucléaire en général. Plus tard dans la journée, donc c'était hier, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a transmis tout cela à Marco Rubio. Et encore une fois, sans entrer dans les détails pour l'instant, parce que la source a demandé de garder ça confidentiel, disons que c'est le genre d'information qui, en l'apprenant, aurait pu faire perdre son sang-froid à Marco Rubio, d'accord? Il aurait pu littéralement en perdre le contrôle. Mais ça prouverait une chose. La seule conclusion que cette analyse mettait en avant, Marco Rubio ne fait pas plus confiance aux Pakistanais qu'il ne peut cracher loin. Oui. C'est pour ça que la Maison-Blanche, jusqu'à ce dernier tweet dont on parlait tout à l'heure, ou cette publication de Trump sur Truth Social, est restée étrangement silencieuse pendant environ 24 heures à cause de la gravité de ce message. Voilà. Maintenant, l'idée avancée par Stephen Miller, selon laquelle l'Iran serait dans une situation économique désespérée, intenable, est tout simplement fausse. Et je dirais même que l'Iran a aujourd'hui de meilleures perspectives économiques qu'il y a 3 mois, avant le début de cette guerre. Par exemple, son commerce avec la Russie et la Chine a augmenté. Il n'a pas diminué. Il y a plus d'argent qui rentre, parce que le prix du pétrole a augmenté. Et l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le 28 février, a vraiment poussé la Chine et la Russie à se dire « Bon, il faut qu'on renforce notre soutien à l'Iran au-delà de ce qu'on faisait jusque-là. » Alors, vous savez, Trump essaie de comprendre. Enfin, je ne suis pas sûr que Trump en soit vraiment conscient, mais les gens autour de lui se demandent « Comment diable on sort de ce bourbier ?» Parce qu'en ce moment, on est coincé. On n'a pas de bonnes options militaires, malgré tout le battage et les démonstrations de force qu'on fait. Oui. Colonel, je pense que quand on parle du conflit au Moyen-Orient, de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, les commentaires les plus importants viennent d'Israël, surtout de Benjamin Netanyahou. Il a dit qu'il fallait mener la mission en Iran jusqu'au bout, d'une manière qui constitue une solution finale. Une solution finale. Oui. Pas une très bonne façon de s'exprimer d'ailleurs. Mais il est très prudent sur ce genre de choses. Donc, quand il dit quelque chose comme ça, il faut faire attention. Je veux dire, il n'emploie pas ces mots à la légère. Parfois, il les utilise pour ce qu'on pourrait appeler un effet dissuasif. Mais parfois, il pense vraiment ce qu'il dit. Et ce qu'il fait au Liban en ce moment, c'est inacceptable. Ça commence à ressembler à une nouvelle crise de Gaza. Amnesty International, ce matin, a parlé, pas encore de génocide, mais de nettoyage ethnique. C'est un terme assez fort venant d'eux. Et je pense qu'ils ont raison. Jusqu'où va-t-il aller? Est-ce qu'il va s'arrêter, comme en 1982, parce que l'autre camp est en train de le mettre en difficulté? Peut-être, je ne sais pas. Mais sinon, où va-t-il s'arrêter? Jusqu'où va-t-il aller s'il lui reste encore un peu de pouvoir? Et qu'est-ce que ça veut dire, surtout si Trump décidait de repartir en guerre contre l'Iran? L'Iran, oui. Est-ce qu'il déplacerait toutes ses forces, ou du moins celles qui seraient nécessaires, principalement l'armée de l'air israélienne?
Est-ce qu'il les enverrait rejoindre Trump pour une semaine ou deux de bombardements repris contre l'Iran? Ou bien est-ce qu'il continuerait ce qu'il fait actuellement au Liban? Sans l'armée de l'air, il est assez limité, parce que c'est vraiment la seule chose qui le protège d'une domination totale du Hezbollah, surtout en ce qui concerne ses chars et les autres éléments des forces terrestres, qui, il faut le dire, se font battre bataille après bataille, incident après incident. Je ne sais pas trop où tout ça nous mène vu les différents fronts dans lesquels il est engagé. Ce matin, Haaretz disait qu'il en est à 51 maintenant. Je pense que c'est ça, l'hypothèse. Donc il aurait la majorité si l'élection avait lieu maintenant. Et on parle d'autres personnes que Naftali Bennett, Lapid et les autres qui étaient, disons, dans la course. Gantz, Benny Gantz peut-être. On parle maintenant d'autres figures, de possibles concurrents de Netanyahou, ce qui veut dire que la scène politique israélienne commence un peu à bouger. Qu'est-ce que tout ça veut dire par rapport à ce que vous venez de dire? Souvenez-vous, quand je citais ce passage, il l'a dit en hébreu, devant ses proches, Ben Gvir, Smotrich et d'autres, quand il a dit qu'ils allaient avoir une surprise à laquelle ils ne s'attendent pas. Et ça, dans la solution finale, reflète un peu la même idée. Oui. Larry, voici ce que Jonathan Pollard a dit à propos de l'usage de l'arme nucléaire. Voilà ce qu'il a dit. En Occident, les armes nucléaires, qu'elles soient tactiques, stratégiques, à impulsion électromagnétique ou autres, sont considérées comme un dernier recours. Et même dans ce cas, on parle d'une utilisation très prudente, selon ce qu'on appelle l'échelle d'escalade. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Si on doit lancer des armes nucléaires, je n'ai aucun problème à le faire tout de suite. De manière responsable, bien sûr, mais immédiatement. Et ce que je défends, c'est l'emploi d'une ou de plusieurs armes à impulsion électromagnétique contre l'Iran. Pourquoi attendre de se faire frapper? Comment peut-on utiliser une arme nucléaire au départ de manière responsable? Oui. C'est la question du jour. Franchement, regardez Pollard. On dirait Jabbalot avec une barbe, non? Je veux dire, c'est tout simplement un être humain sans scrupules, méprisable. Et vous savez, il a parlé avec désinvolture de l'utilisation d'une arme nucléaire. Mais dans quel but? Pour quelle raison? Faire exploser quelque chose, quelque part, ça ne veut rien dire. Israël, même avec tout son arsenal nucléaire, n'a pas la capacité d'effacer l'Iran de la surface de la Terre. Et l'Iran a été très clair. Toute attaque de ce genre serait suivie de représailles massives. Donc, ce n'est pas une recette pour la paix, c'est une recette pour la destruction totale. Et le résultat le plus probable, ce serait la destruction totale d'Israël. On pourrait presque dire que c'est le seul point positif, si on peut dire. Mais pour en arriver là, on entre dans une dimension d'horreur absolue. Et le fait que quelqu'un comme Pollard puisse en parler avec autant de désinvolture, c'est terrifiant. C'est une semaine décisive pour ce qui se passe en ce moment à la Maison-Blanche. Ils essayent de faire pression. Ils pensent avoir les moyens de contraindre Israël ou d'amener l'Iran à accepter un accord. Mais l'Iran, lui, observe attentivement ce que fait Israël. Israël a rompu le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu reposait sur l'arrêt des attaques au Liban, surtout à Beyrouth. Et là, il bombarde Beyrouth. L'Iran a été très clair. Si vous faites ça, nous allons commencer à riposter. Donc, je pense encore une fois que les chances sont assez élevées que cette guerre reprenne et qu'il y ait beaucoup plus de destruction, à la fois pour les Israéliens et pour la présence militaire américaine dans la région. Oui, l'Iran va en souffrir aussi. Je ne veux surtout pas minimiser ça. Mais, vous savez, j'ai dû vérifier pour être sûr. Les dynamiques avec les pays du Golfe, ce n'est pas un front uni.
Franchement, c'est presque comme une émission de télé-réalité, où ils sont enfermés dans la même maison et où tout le monde se déteste. Donc il y a environ 9 ans, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis étaient furieux contre le Qatar. Parce que le Qatar entretenait des liens avec la Turquie et qu'il apportait aussi un soutien au Hamas ou au Hezbollah. Et les Saoudiens, comme les Émiratis, ont dit par Dieu, on ne va pas laisser faire ça. Et le seul pays qui est venu en aide au Qatar, c'était l'Iran. Alors voilà, l'Iran avait réussi à construire une relation plutôt positive. Et puis cette dernière année, on a vu l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis se disputer ouvertement. J'ai donc dit qu'il n'y avait pas de lien commun, pas de véritable unité entre les pays du Golfe. Et c'est là que le rôle du Pakistan et de la Chine entre en jeu. Parce que la Chine, surtout avec sa puissance économique, les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis, tous veulent faire des affaires avec elle. La Chine, c'est l'avenir. Les États-Unis, ce n'est plus l'avenir. C'est la Chine. Et donc elle exerce une influence énorme dans tout ça. À mon avis, il y a des dynamiques en cours ici qui échappent complètement au contrôle des États-Unis, surtout sur le plan économique. Oui, colonel, Larry a dit que la guerre serait dévastatrice pour l'Iran. Et beaucoup de gens en Iran le savent. Là-bas, on en parle tous les jours, à chaque instant. On parle de tout ce que cette guerre a déjà coûté à l'Iran et de ce qui pourrait arriver si elle continue. Mais pour eux, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'on a d'autre? Exactement. Et je vais même renforcer l'argument de Larry si je peux. Si la solution finale pour Benjamin Netanyahou, c'est d'utiliser l'arme nucléaire, eh bien, ça ne servira à rien pour vaincre l'Iran. Au contraire, ça ne fera que les rendre plus déterminés et ça les pousserait à tout lâcher contre tout le monde autour d'eux. Donc d'un point de vue purement pratique, ce n'est pas quelque chose qu'ils devraient envisager. Ils n'en ont pas le pouvoir, ils pensent l'avoir. Et les gens qui possèdent l'arme nucléaire ont souvent tendance à penser comme ça. Prenez les Nord-Coréens, par exemple. Ils ont bien un stock d'armes, mais c'est avant tout un moyen de dissuasion. Et ça s'arrête là. S'ils décidaient de lancer toutes ces armes sur la Corée du Sud, ils seraient finalement vaincus. Je n'ai aucun doute là-dessus. La vraie question, c'est de savoir si une telle destruction, une telle humiliation, en vaudrait vraiment la peine. Parce que dans ce cas, ils disparaîtraient. La réunification de la péninsule ne ferait alors plus aucun doute. Tout ça pour dire que les armes nucléaires ne sont pas forcément une fin de partie, sauf si elles sont détenues dans les types, les modèles, les missiles, et avec la capacité de destruction massive de la planète entière que nous et la Russie possédons. C'est une accumulation d'armes extrêmement dangereuses, capables de détruire le monde si elles étaient toutes utilisées. Je ne veux surtout pas minimiser la gravité des armes nucléaires, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose sur quoi Bibi devrait compter pour tout faire tourner à son avantage, parce que ça n'arrivera pas. Au contraire, ça ferait de lui un paria encore plus isolé qu'il ne l'est déjà. Quand on regarde ces gens, ceux qui l'entourent, comme Lapid ou Naftali Bennett, et même certains qui essayent de paraître un peu moins radicaux, en réalité, ils sont tous faits du même moule que celui dont sont sortis les nazis, le même que celui d'Hitler. Désolé, mais c'est la vérité. Et si vous regardez ce qu'ils font, et ce que nous les aidons à faire, au regard du droit international qui n'existe plus vraiment, nos attaques en haute mer, qui ont déjà tué plus de 200 personnes, d'après ce que j'ai compris, sans aucune procédure légale, ont tout simplement détruit le droit international. On a tué ce que nous avions mis en place après la Seconde Guerre mondiale, avec des intentions plutôt bonnes à l'époque. On l'a tué. Il n'existe plus. Jusqu'où veut-on aller pour dégrader encore un peu plus le monde? Et je n'ai même pas encore commencé à parler de Xi,
de ce qu'il fait en Ukraine et de ce que les Russes sont menacés de faire en réaction à cela. Nous faisons face à un conflit qui pourrait se propager comme une traînée de poudre, très vite. Et comme Larry vient de le dire, le vrai pouvoir, aujourd'hui, est de l'autre côté. Being on the other side.